Bon, comme je vous l'ai dit, même si on me le reproche, j'étais à l'origine de la théorie comme quoi Xebec allait transmettre sa volonté à Roger et le transformer, lui qui était un pirate un petit peu frivole, en roi des pirates, qui a une réelle quête de découvrir les secrets de ce monde. Pour moi, cette transmission voulue, déjà, n'a pas été voulue pour rien. C'est pas un truc qui sort de nulle part. Et de deux, ça a été fait indirectement. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est le traumatisme de la chute de Xebec et de l'impuissance de Roger vis-à-vis de cet événement. Il en est rien, j'avais fait une Maintenant, peut-être que certains auraient voulu concrètement Xebec qui parle à Roger, et peut-être que même moi, j'aurais aimé le voir. Quoi qu'il arrive, le plus important, c'est le résultat. rétractation la semaine dernière en vous expliquant la transmission va se passer entre Xebec et Harald. On va y venir. Mais dans ce chapitre, on a déjà des premiers éléments d'une transmission entre Xebec et Loki et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est terriblement intéressant. En effet, on aurait eu une transmission entre Xebec et Roger, ça aurait été terriblement Après, on est peut-être passé à côté de la plus grande rivalité théorique de l'histoire. On aurait pu avoir la plus grande rivalité de tous les temps. intéressant pour la symbolique. On aurait eu le roi des pirates qui a eu pour maître psychologique cet ancien forban capitaine des Rocks qui a retourné le monde. Waouh, la hype est complètement folle. Mais ça aurait débouché sur un cul-de-sac parce que Roger est mort et il a aucun contact. Aujourd'hui, avec les éléments du présent, je parle des Mugiwara qui ont débarqué sur Elbaf. Mais là, avec Xebec qui transmet sa volonté à Loki, on a un lien direct du flashback des Rocks qui lui-même embriqué dans le flashback d'Harald, qui lui-même imbriqué dans le flashback. Ouais, ça donne tellement de profondeur au personnage de Loki. Oda, il est tellement fort pour faire le pont, pour faire des ponts. Dès qu'on repartira à Elbaf, on reverra plus Loki de la même manière. Parce que Loki passe de, entre guillemets, simple fan de Xebec à quelqu'un qui l'a vraiment côtoyé, qui lui a vraiment parlé, et ça change tout. De Loki. Et avec cet élément-là, on a un fil conducteur entre God Valley et le flashback de Loki. Et ça, c'est terriblement intéressant parce qu'on veut avoir des réponses. Déjà, on a un premier échange sur la symbolique même et l'image que Loki se fait de Xebec. En effet, il croit que c'est Nika le destructeur, alors que Xebec lui dit non, moi si je veux gouverner le monde, c'est pas pour le détruire, c'est pour le changer. Est-ce que ça va avoir Non, Garp. Attends, il est où ton message Garp et Shinjao supérieurs en termes de rivalité. Non mais largement. Non mais ça c'est factuel. un impact? Celui qui te dira non est dans le déni. Ils ont combattu pendant des années et des années. Ça a été dit, c'est pendant des années et des années. À la fin, ça se conclut sur un mec qui s'entraîne et qui le bat. C'est la définition même de rivalité. Si ça, c'est pas une rivalité, je sais pas ce que c'est une rivalité, les mecs. Ils combattent plein de fois, et à la fin, le mec, il entraîne, il s'entraîne, il se surpasse et il gagne. C'est ce qu'on appelle une rivalité, non? Évidemment, ça coule de source. Mais après, Roger et Xebec, c'est pas vraiment une rivalité, donc sur on peut pas comparer, si tu veux. la mentalité de Loki? Bien sûr que oui, mais on a des éléments beaucoup plus intéressants. Maintenant, c'est juste que vu que Shinjao est vu comme un kangourou, les gens, ils vont te dire non. Mais retire, mets tes inimitiés de côté, mets ce que tu penses en bien ou en mal des personnages de côté, et tu verras que c'est la définition même de rivalité. Vous avez dit que les éléments importants qu'il fallait absolument que Oda résolve, c'est les deux choses qu'il manque à Xebec pour pouvoir aller au bout de son objectif, les deux fruits du démon, et ça on a un lien direct parce qu'il y a un fruit du démon qui a disparu sur Elbaf Je me demande quel rat a pris le fruit. lorsque Shanks était sur place, mais également cette histoire de Gaelei, la compagnie antique. Je vous avais dit que très certainement leur rôle serait de réparer Noah pour faire remonter les hommes poissons à la surface, ce qui aboutirait sur la promesse tenue. Attends, c'est quoi la plus grande rivalité de One Piece? Maintenant que vous me le dites, la plus... Shinjao niveau Yonko, waouh. C'est quoi la plus grande rivalité de l'œuvre? Si on dit qu'une rivalité est une grande rivalité sur le temps, c'est quoi la plus grande rivalité sur le temps qu'on connaisse? Attends, Zoro Sanji, ça a pas duré longtemps. Attends, à part Shinjao et Garp, Roger Barbe Blanche, bah t'as la rivalité Garp-Roger, qui a duré un certain temps, c'était encore Goldick. Puis après, dès qu'il a vraiment évolué, après il l'a laissé sur le trottoir, vu qu'après t'as que Barbe Blanche qui peut rivaliser avec lui. Elle a duré un certain temps. Parce qu'en vrai, tu vois, les Rayleigh Gaban, c'est des potes. Moi, je te parle vraiment en termes de rivalité ennemie. Tu vois, Garp, Shinjao, t'as vraiment des camps opposés. T'as un pirate, un marine. Shanks, Mihawk. Bah, puis la merde, la rivalité. Bon non, puis du cul la rivalité. T'as le mec qui perd un bras après finito. Plus vraiment rival. L'autre il perd un bras, tu combats plus vraiment Dory et Brogy. Ouais, Dory et Brogy peut-être.
Bah, pareil, c'est des potes, hein. Ah, je sais pas. En vrai, il n'y en a pas autant que ça, mine de rien. De David Jones qui passe du fond des océans à la surface, et très certainement que ça enlèverait une condition du pouvoir d'Im-sama qui lui empêcherait par Bah, exemple... même, tu vois, à la fin, Garp et Roger, à la fin, ils combattent à deux, quoi. Alors que Shinjao et Garp, ils auraient jamais combattu à deux, frérot. C'est la plus grande rivalité de tous les temps, les mecs. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord, je suis désolé. Hein. Vous pouvez pleurer, c'est la plus grande rivalité de tous les temps. Ils ont combattu pendant des années et des années. Ils se sont jamais alliés. Ils étaient ennemis. À la fin, il s'est entraîné. Il a transpiré comme un porc pour le battre. Plus grande rivalité de tous les temps. De faire un demi-réversi, qui est pour moi une théorie plausible, mais qui semble de moins en moins pertinente quand on voit la Il y en description. a qui vont me dire oui, mais non, c'est parce qu'en fait, c'est pour battre son crâne. Ouais, mais bizarrement, c'est les mêmes mecs qui vont me dire que Shanks et Mihawk, c'est des rivaux à l'épée, parce que c'est des épéistes, soi-disant, tous les deux. Des épéistes que disaient, bah oui, bah donc c'est pareil. Mihawk essaye de battre Shanks à l'épée, tout comme Garp essaye de battre le crâne de Shinjao, et Shinjao essaye de battre le poing de Garp, essaye de battre le point fort du mec. En fait, ça n'a aucun sens, ce raisonnement. Non, mais tu comprends pas. En fait, Kaido, il a pas voulu battre Luffy, il a voulu battre le Bajrangun de Luffy, donc le point de Luffy. Ouais, donc battre Luffy, c'est pas pareil du coup. Non, c'est pas pareil. Ah d'accord, ok. Très bien. Ce chapitre, puisqu'on sait que la Gailey et la compagnie est un groupe destructeur. C'est donc une... Non, le problème, c'est que Shinjao est vu comme un kangourou. Du coup, les gens, ils se disent inconcevable qu'ils soient rivaux. Faut dire ce qui est. Je sais très bien, Naples vont me dire là, ils vont me dire mauvaise foi. Je sais très bien, Naples se disent, mais les mecs, s'il n'y a pas de réponse claire à donner, c'est peut-être la plus grande rivalité de l'histoire de OP. Hein. Bon, après, sans compter les Joy Boy et tout, on connaît pas vraiment, quoi. Militaire en quoi? Eh bien, retrouver cette puissance militaire va être un enjeu quand on sait par exemple que Im-sama est sur Elbaf pour pouvoir mettre la main sur les géants et donc sur leur puissance militaire. On a donc une contre-puissance des géants qui serait... Non, le Filucci pue la merde. Cette Gailey Ils ont combattu une fois et après ciao. Après il revient mais il se fait péter le dos. Non, non. et la compagnie antique. Est-ce que c'est le gouvernement qui va mettre la main? T'as les géants antiques là, j'ai vraiment envie de voir si c'est des mecs qui combattent ou si c'est des mecs qui ont des connaissances en particulier pour construire. Je me le demande. Sur les géants, ou le groupe de Luffy qui va mettre la main sur cette Gailey et la compagnie, on ne sait pas encore, mais Il est fort, Oda. ce secret et cet objectif va se transmettre de Xebec à Loki et on va très certainement en parler dans le présent et c'est terriblement excitant. C'est pour tous ces éléments-là que c'est beaucoup plus intéressant que Xebec transmette son savoir à Loki plutôt qu'à Roger. Ouais, je comprends. Je comprends le point de vue. Il a pas tort. Maintenant, pour moi, il a transmis indirectement. Ah non, il parle des connaissances. Oui, les connaissances, non. Mais c'est plus pertinent que Roger découvre tout par lui-même, en vrai. Parce que le vrai problème de fond, c'est que Roger aurait été bloqué dans une case. La case du « je suis le petit de Xebec ». Il est là le problème. Ceux qui veulent... Ramaki est morlé, la rivalité, je suis mort. Le problème, c'est que dans le fond, si on veut que Xebec raconte tout à Roger, bah en fait, ouais, ça aurait été son petit... il aurait été cantonné, ouais, c'est compliqué. Vous voyez Luffy avec Rayleigh, il a dit quoi? Non, me parle pas, et je vais tout découvrir. Parce que Luffy, ce n'est pas que le petit d'eux. Luffy, c'est Luffy. Même si la symbolique était, d'accord, hypante à souhait. Mais la réelle réponse que je souhaite, c'est quelle est l'ambition d'Harald? Est-ce qu'il veut vraiment rejoindre le gouvernement comme il le laisse entendre? Ou est-ce qu'il a été profondément impacté par la mort de Xebec? Oui, il a été impacté, mais bon, après... Et il fait tout ça Ce qui est fait est fait, comme on dit. Hein. uniquement pour les infiltrer. On va étudier ça dans la dernière partie, car pour moi, c'est le point le plus intéressant de ce flashback. Grosse incohérence. Ah, ça va parler d'incohérence. Il y a un truc Je me que je frotte les comprends pas dans l'intrigue d'Elbaf, dans la timeline du présent, que le gouvernement veut mettre la main sur les géants. Elle envoie les chevaliers divins. Im-sama vient même en personne faire du demi-réversi pour pouvoir, se mettre l'armée des géants dans la poche. Et on sait que depuis 1000 ans, c'est la plus grande armée, c'est les plus grands destructeurs. Autrement dit, si tu mets la main sur eux, t'as plus trop de problèmes. Im-sama veut mettre la main sur eux parce que le monde commence à bouger et il faut de la puissance pour pouvoir un petit peu garder son trône. En voyant le flashback, on découvre que ça aurait pu être une mission très facile parce que Harald met tout en œuvre pour pouvoir rejoindre Moi, je pense qu'avant de parler d'incohérence, pour le coup, faut vraiment voir toute l'histoire. Mais bon, on verra son raisonnement. le gouvernement mondial. Mais
ce que je comprends pas, c'est que jusqu'ici, le gouvernement mondial ne souhaite pas, avoir Harald et donc l'armée des géants dans ses rangs. Mais pourquoi? Le gouvernement est pourtant, dans ce flashback, menacé par Xebec qui vient directement dans la chambre des fleurs et qui dit à Imsama, je vais revenir. Imsama a donc tout intérêt à mettre la main sur l'armée la plus puissante du monde. Elle a donc tout intérêt d'avoir Harald dans ses rangs. Et pourtant, dans ses gestes, il n'en est rien. Le gouvernement refuse qu'Harald les rejoigne, que les géants les rejoignent. Ils en viennent même à poser une ultime condition en demandant à Harald de tuer Xebec pour que celui-ci puisse... Le fait de demander à Harald de tuer Rox, est-ce que ça fait d'eux des gens qui ne... Ok, je comprends le raisonnement. C'est dans le sens où ils auraient très bien pu... Ouais, mais le problème, ils savent qu'il leur dit, quoi qu'il arrive, il veut arrêter la violence. Faisant ça, rejette l'armée la plus puissante du monde. Et dans ce chapitre, après les événements de God Valley, on a la même chose. Harald est obligé de s'arracher les cornes, de se proposer en tant qu'esclave pour pouvoir rejoindre le gouvernement. Mais ça n'a pas de sens puisque Imsama dit elle-même, lorsqu'elle affronte Xebec, j'ai de la chance dans cette génération. Elle baffe un roi complètement stupide qui souhaite être pacifiste et rejoindre nos rangs. Pourquoi est-ce que Imsama, Parce que Im veut le manipuler. ne pactise pas directement avec Harald et lui offre une place au gouvernement? C'est une armée, gratuite, l'armée la plus puissante du monde à portée de main, et elle refuse de le faire. De son côté, les enjeux d'Harald Une armée qui refuse de combattre n'est pas une armée utile, au final. et sa motivation ne sont pas clairs non plus. Jusqu'ici, il avait une réelle volonté de pacifisme et donc de rejoindre le gouvernement. Mais là, il semble terriblement impacté par la mort de Xebec. La question que je me pose donc, c'est est-ce qu'il continue à s'obstiner à vouloir rejoindre le gouvernement parce qu'il souhaite la paix, ou est-ce que maintenant il souhaite les infiltrer pour se venger du meurtre de Xebec? Et ce qui met la puce à l'oreille, c'est qu'on sait dans la timeline présente que lorsque Summers arrive sur Elbaf, il dit est-ce qu'on devrait se recueillir sur la tombe d'Harald? Donc dans le passé, Harald a réussi à obtenir le fait de rentrer dans le gouvernement, a créé une relation avec les chevaliers divins, mais il a fait tout capoter à la fin parce que Imsama dit lorsqu'elle vient directement sur Elbaf, Harald a tout fait foirer. Donc Harald a fait mine de vendre cette personne et donc Et l'accès même Sommer, ça dit enfoiré d'Harald. Enfin, il a pas traité, il a peut-être traité, mais pas d'enfoiré. Et tu vois, Harald a tout gâché. à l'armée la plus puissante du monde au gouvernement, a fait miroiter cette promesse pendant assez de temps pour créer une relation avec les chevaliers divins. La preuve qu'on en a, c'est qu'il souhaite se recueillir sur sa tombe. Mais Imsama a un élément, une preuve, Se recueillir sur la tombe, putain, je me rappelle plus. La vraie trad avait pas débunké le truc. Faudrait que je vérifie. Je sais plus si c'est la trad du jeudi qui a dit recueillir, et celle du dimanche avait dit autre chose. Faudrait que je vérifie. Je vais induire personne en erreur, donc je parle pas. J'irai vérifier. prouve la trahison d'Harald envers le gouvernement mondial. Et c'est pour ça que dans le présent, elle envoie ses chevaliers divins finir le travail, convertir les géants pour qu'ils s'engagent pour le gouvernement. Après, je pense que c'est une question de timing. Le temps n'était pas encore venu. Maintenant, il est temps de... Mais à quel moment est-ce que ça va expliquer déjà que le gouvernement ait rejeté pendant des dizaines d'années les demandes d'Harald? Et qu'est-ce qui va faire que le gouvernement va à un moment donné accepter, faire entrer Harald dans son camp et se sentir trahi, provoquant les actes du présent? Oda va devoir nous expliquer tout ça. Si vous avez une version, n'hésitez pas à... Eh oui, comme je le dis souvent, le plus important, c'est de se poser la question fondamentale. Est-ce un bon choix? As-tu fait le bon choix? Parce que tu fait des choix qui te sont propres, ok. Mais à la fin, on doit faire le bilan. Et quand on fera le bilan définitif, on verra si t'as merdé ou pas. Me l'expliquer, mais il va falloir qu'on dénoue un petit peu ce paradoxe du gouvernement qui souhaite mettre la main sur l'armée la plus puissante du monde tout en rejetant les propositions d'Harald. Voici le point crucial et la question principale qui vont très certainement faire le lien entre God Valley, la mort d'Harald et la guerre qui est actuellement en train de se préparer sur Elbaf. Cette partie est un peu compliquée. Ah, théorie de zinzin. Bah, je vais le laisser débiter et on donnera notre avis sur sa théorie de zinzin. Allez, on y va.
Il faut bien comprendre les parties précédentes pour comprendre le propos qui va me permettre de faire une théorie sur pourquoi est-ce que Shanks a stoppé Loki il y a 6 ans, pourquoi est-ce qu'il l'a enfermé sur Elbaf et attaché directement à un arbre. Déjà, il faut se concentrer sur la transmission de Xebec. Beaucoup peuvent me dire que dans ce chapitre, on peut voir que celui qui a reçu l'héritage de Xebec est en réalité Loki, puisqu'il y a un échange entre les deux, mais on peut voir aussi que Loki a mal compris les intentions du capitaine Derox. En effet, il lui dit que tu es Nika, le destructeur. Et Xebec va lui répondre « Non, moi mon but ce n'est pas de détruire le monde, c'est de le gouverner pour le changer ». Il lui parle également de la Galeila Compagnie Antique qui est une organisation destructrice. Elles servent à détruire le monde et c'est exactement le plan de Loki. Il veut détruire le monde. On peut donc dire que Loki, il y a 6 ans, a tenté de retrouver la Galeila Antique et qu'il a été stoppé par Shanks à ce moment-là parce que Shanks ne voulait pas que le monde soit détruit. Pas mal. Pas mal. Mais du coup, ça sous-entend que Shanks était au courant de tout et il était au courant, il a eu les bonnes infos vis-à-vis de Loki, il était au courant que Loki y allait, que Loki avait les infos et que Loki était prêt d'y arriver. Donc, Loki a un faux héritage de Xebec. Pour moi, celui qui a le réel héritage de Xebec, c'est bien Harald, car grâce à la mort de son compagnon, il a ressenti de la culpabilité. Ah, mais c'est quand même paradoxal que ton pote que t'as laissé crever comme une merde te transmette sa volonté. Ouais. Il s'est donc écarté de son pacifisme naïf qui l'a poussé à rejoindre le gouvernement pour devenir un géant. Tu sais, quand Barbe Blanche dit que la volonté de Ace s'est transmise et tout, on parle de gens qui ont tout fait pour le libérer. Qui va infiltrer. Après, c'est pas incompatible non plus, c'est juste que c'est compliqué. Le gouvernement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'Harald a mis Je peux pas revenir en arrière, ouais. son plan en route pour détruire le gouvernement de l'intérieur. Mais d'une façon ou d'une autre, Imsama s'en est rendu compte. Et c'est pour ça qu'elle a domi-réversi Harald et qu'il est mort dans la salle du trône, tué par ses gardes. C'est comme ça que s'ouvre le flashback de Loki. On va donc se poser la question, puisqu'Harald est mort avant d'avoir mis son plan à exécution, quid de la transmission de Xebec? Est-ce qu'on s'arrête là à un cul-de-sac? Eh bien non, il y a une autre personne qui a reçu la transmission de l'héritage de Xebec. Et cette personne, c'est Shanks. Rappelez-vous dans le chapitre 1152, ce même chapitre qui ouvre le flashback de Loki. Ah, le flot de Gaban. Bon, on continue sur la théorie, mais Shanks, quel flot, putain. dit à Scooper Gaban qu'il a rencontré Harald. Il a donc pu recevoir la transmission d'Harald que lui-même a reçue de Xebec. Et tous les éléments... Ah putain, ça se transmet la volonté... Xebec, Harald, Shanks, Luffy. Quoique non, le Shanks Luffy, je viens de l'inventer. Actuellement, on s'arrête à Shanks. Le trouve. Regardez, les motivations de Xebec étaient de trouver les 2 fruits du démon et de retrouver la Galeila Compagnie Antique. Et quand on regarde ce qu'a Et fait Shanks avait le Nika, ok. Shanks dans la suite de l'aventure, il a mis la main sur le Gomu Gomu no Mi et il a stoppé Loki qui lui voulait mettre la main sur la Galeila Compagnie destructrice pour détruire le monde. Donc Shanks a empêché Loki de faire ce que Xebec ne voulait pas faire, c'est-à-dire détruire le monde. Pour moi, celui qui a réellement récupéré à la fin la volonté de Xebec n'est nul autre que le personnage de Shanks. Pour moi, celui qui a Vas-y, j'en ai marre. récupéré le véritable On en a strictement plus rien à foutre. héritage de Xebec n'est l'une autre que le C'est la machine à café à tenter de se rebeller. Débranche-moi, connard. personnage de Shanks et Je on pense pas à l'écologie, enculé. va voir qu'il va avoir exactement le même rôle dans le présent, quelqu'un qui va tout faire pour s'accaparer le pouvoir, pour pouvoir changer le monde. Somers, trad du jeudi, King Harald, Zad Bastard, officiel, stupide Harald. Ok, ça marche. Ah ouais, le traducteur du jeudi, là... Bon, bah écoutez, c'est fini. C'est fini. Bon, big up à lui. Big up pour la vidéo. Très grand résistant. Et je l'ai déjà dit l'autre fois, je continue à le dire. Ceux qui ont résisté sont des résistants, et il faut le dire. C'est important.